On est alors la tête vers la porte que l'avocat de Landru avait désignée. Et après avoir laissé planer le suspense, soulignant le fait que tous ceux qui avaient tourné la tête de la sortie avaient ainsi démontré leur manque de conviction concernant les assassinats imputés à son client, mettant ainsi en évidence l'absence de preuves formelles contre Landru, faute de cadavre retrouvés. Et qu'il y aurait ainsi, selon la formule consacrée, un but raisonnable. Cependant, l'avocat général, lui, s'en laissa pas démordre, tel Cyrano de Bergerac qui s'exclamait à la fin de l'envoi « Je touche », lança que Landru, lui, n'avait pas tourné la tête de la porte, puisqu'il savait bien qu'elles étaient mortes, les ayant assassinés. Ainsi, ce faisant, le procès se retrouva plié, et la tête de Landru allait bientôt reposer sous la lame aiguisée d'une guillotine. Et le droit pénal ne se résume pas à des formules incisives, manées par des maîtres de la rhétorique. Il est un domaine essentiel qui est complexe, qui témoigne de nos aspirations et de nos peurs. Il nous renvoie à nos angoisses et qui est utilisé à la fois pour libérer et pour opprimer. Il dessine la frontière entre le bien et le mal. Il va constamment évoluer et reflète les valeurs qui constituent les fondements mêmes de notre civilisation. Les subtilités du droit pénal témoignent de notre humanité, ou parfois de notre manque d'humanité. Les différentes dispositions du code pénal reflètent les aspirations de notre société à garantir la justice et l'équité pour tous. Les débats autour des peines, de la responsabilité pénale ou encore de la réinsertion des condamnés sont le reflet de notre volonté de trouver un équilibre entre la protection des victimes et le respect du droit des accusés. Il nous rappelle que nous sommes une communauté unie par des valeurs communes et des règles partagées, et qu'il est de notre responsabilité de veiller à ce que ces règles soient justes, équilibrées et évolutives. Mais, et c'est là que la Law Commission a tout son rôle à jouer, le droit pénal doit s'adapter aux réalités changeantes de notre monde. Les innovations technologiques, les nouvelles formes de criminalité et les défis sociétaux exigent une révision constante de nos lois pénales pour garantir leur pertinence et leur efficacité. Et quel est donc le secret d'une bonne réforme, si tant est qu'un tel secret existe? Clémenceau disait que la guerre est une chose trop grave pour la laisser aux militaires. De même peut-on dire que le droit est une chose trop grave pour la laisser aux seuls juristes. Non seulement convient-il de convoquer les spécialistes de tous les domaines, sociologie, économie, anthropologie, philosophie, mais également prendre le pouls de la société et engager dans la discussion toutes les parties prenantes interpellées par la réforme que l'on entend. Et sans pour autant céder aux sirènes du populisme, au diktat d'une partie de la plaine, des gros sortis, la bave aux lèvres, qui a le goût du sang, et qui appelle de ses voeux à piétiner les droits de la défense, qui hurle comment ose-t-on défendre une telle personne, pour qui la présomption d'innocence s'applique à géométrie variable, et qui n'est pas contre quelques coups que l'on assène un suspect, et enfin qui n'est interpellé que pour l'injustice qu'elle subit, et non pour celle que subissent les autres. En somme, une réforme à l'écoute du peuple, mais non à l'écoute de la foule. Ensuite, on a coutume de dire que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette formule fameuse de Lavoisier ne s'applique pas qu'à la Chine. Cette loi de conservation de la masse peut aussi s'appliquer au droit. Monsieur le solliciteur général, avec l'évolution qui le caractérise, a bien fait ressortir lors de son discours les racines historiques de notre droit. Une bonne réforme juridique, surtout en matière pénale, ne peut pas, ne doit pas, faire table rase de tout ce qui l'a précédé et bâtir sur les fondations existantes. Sans quoi, on risque de courir le risque, on court le risque que toute la structure soit chancelante et ainsi de se retrouver avec des lois bancales. Michel-Ange aimait à dire qu'il ne sculptait pas des statues, mais qu'il ne faisait que libérer la statue qui se met dans le droit. Cette notion que la connaissance est surtout une reconnaissance n'est pas nouvelle. On en trouve déjà des traces chez Platon, et plutôt Heidegger la reprendra à son tour. Peut-on dire la même chose du droit? Que le bon législateur ne crée pas de loi nouvelle,
mais qui ne fait que révéler des lois justes qui étaient jusque-là oubliées. Le Declaration of Assets Act de 2018 impose à certains individus, dont certains d'entre nous ici faisons partie, de déclarer leur patrimoine. Cela semble découler du bon sens, puisque ça permet d'améliorer la transparence, de lutter contre la corruption et prévenir les conflits d'intérêts dans la vie. Autant, comme dit l'Ecclésiaste, ni mauvais sous-sol, rien de nouveau sous le soleil. Selon déjà, au VIe siècle avant notre ère, dans la Grèce antique, avait prévu de telles dispositions. Et les Égyptiens anciens également l'avaient déjà envisagé. Ainsi, on voit que la promulgation de bonnes lois n'est pas forcément une question d'époque ou de géographie. Si une loi est bonne, elle l'est en tout temps et en tout lieu. Tomber dans le relativisme moral, le plus grand des travers, puisqu'il permet de tout justifier, de tout excuser. Et l'excuse, justement, et le point que j'aimerais aborder avant de conclure, la responsabilité pénale a toujours fait l'objet d'âpres débats au sein de la doctrine criminelle. Et la Lancy elle-même a revu les causes de non-imputabilité dont peut se prévaloir un individu. Cependant, nous vivons dans une société où on a tendance à toujours vouloir trouver des justifications aux actes délictueux des individus. Plus personne n'est réellement responsable de quoi que ce soit, puisque l'individu serait toujours le produit d'une société gangrénée par l'injustice et l'inégalité sociale. Il faut tenir compte du parcours du criminel, vocifère les droits de l'homme. L'auteur serait aussi une victime, au même titre que la personne qui l'aurait agressé. Bien entendu, il faut que les peines soient individualisées. C'est là l'un des héritages de la Révolution française. Mais il faut rendre à nouveau la victime visible, la remettre au cœur du système judiciaire. Et c'est là l'une des ambitions de la Law Reform Commission, qui considère que tout ne se vaut pas. Il faut tenir les auteurs responsables de leurs actes. Et qu'il faut mieux doter notre arsenal légal de dispositions à même d'englober le maximum d'actes délictueux sans pour autant perdre en clarté ou en rigueur. D'où, par exemple, les propositions de la Commission tendant vers l'élargissement de l'incrimination du viol, une meilleure criminalisation du harcèlement sexuel, une nouvelle définition du harcèlement moral, ou encore accroître le champ d'incrimination de l'abus de confiance. D'où aussi le fait de prévoir une panoplie de circonstances aggravantes tenant tant à la condition de la victime qu'au mobile de l'auteur. Mais, s'il faut davantage tenir compte de la victime, encore faut-il qu'on n'utilise pas ce terme à tort et à travers. À force de trop dévoyer une expression, on la vide de son sens. Si tout un chacun est victime, et si toutes les infractions se valent, ce n'est pas rendre justice aux vraies victimes. Ainsi, et c'est là que la loi ne doit pas être inféodée à des conceptions personnelles de la morale et qui ferait glisser l'État vers un paternalisme juridique critiquable, voulant dicter aux citoyens ce qui est bon pour eux, prétendre faire le bien en dépit des personnes concernées, imposer notre vision du bien et du mal aux autres qui ne partageraient pas la même conception d'une vie juste. C'est pourquoi l'identification du préjudice est d'une importance capitale si on veut criminaliser un comportement, et que l'on ne peut faire l'économie d'une maîtrise rigoureuse des différents concepts de droit pénal, comme la distinction entre le dommage et le préjudice, entre le dol spécial et le dol général, la qualification des infractions d'obstacles, l'identification des infractions préintentionnelles, et j'en passe. Le droit pénal ne peut pas être un droit de l'à peu près. La rédaction de dispositions ayant pour objet de priver de la liberté des citoyens ne peut se faire au petit bonheur, en ayant recours à des concepts flous, à des logiques de bistrot, mais doit se fonder sur un raisonnement rigoureux avec des concepts ayant fait leur preuve. Ainsi donc, il faut aspirer à un droit moral, mais non à un droit moralisateur. Durant nos études de droit, et ce, quel que soit le pays où on a étudié, nos professeurs nous ont enseigné qu'il existerait une différence entre la morale et le droit. Dans Antigone de Sophocle, Antigone estime qu'enterrer dignement son frère est de son devoir. Et elle ne craint pas d'affronter son oncle, le puissant roi Créon, qui avait menacé de mort quiconque irait à l'encontre de sa décision de laisser la dépouille de Polynice, le frère
le frère d'Antigone au vautour. Antigone se place ainsi dans un rapport immédiat avec l'absolu. Elle a la volonté de ne se soumettre qu'à son sens éthique. Elle revendique la supériorité des lois morales, intérieures à la conscience, contre les lois humaines qui lui sont extérieures. Mais un droit pénal moderne doit essayer, autant que faire se peut, de réconcilier la morale et la loi. Que celle-ci se fasse l'écho des sentiments du peuple. Mais non des sentiments les plus bas, ceux qui entraînent le lynchage, ceux qui laissent libre cours à nos instincts les plus primaires. Et ces sentiments nobles qui font la richesse de l'humanité. Ceux-là même que Beethoven met en exergue dans la 9e symphonie et qui veut que alle Menschen werden Brüder, que tous les hommes soient des frères. Il est essentiel que nous, en tant que juristes, mais avant tout en tant que citoyens, restions vigilants et engagés dans les débats publics sur les enjeux du droit pénal. Nous devons nous assurer que nos lois reflètent nos valeurs et servent véritablement l'intérêt général. Et c'est en travaillant ensemble et en questionnant constamment nos pratiques que nous pourrons construire une société plus juste, équitable et respectueuse des droits de chacun. Il nous faut ainsi réfléchir ensemble sur les défis et les opportunités que présente le droit pénal dans notre société moderne. Et j'ose croire que ces actes de colloque permettront et encourageront une telle discussion. Et j'espère que d'autres événements du même acabit aient lieu dans l'avenir, afin de nourrir le débat intellectuel, si sain, si essentiel, la bonne santé de notre état de droit. Merci.